Alors, de quoi parle moi Tituba sorcière ? Ça va être l'histoire donc de Tituba, une femme qui vit à la Barbade et qui est libre. Donc une femme noire, je ne sais plus à quel siècle c'est, mais en tout cas pendant l'esclavage, et qui va se mettre en esclavage par amour pour un homme qui s'appelle John Indien, et qui va être amené aux États-Unis, dans le village de Salem, qui va être accusé de sorcellerie à ce moment-là, mise en prison, torturé, finalement relâché, retourné dans la Barbade, et subir en fait plein de violences, et la domination blanche et patriarcale va se manifester de multiples formes sur elle. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, j'aurais voulu aimer ce livre, mais ça n'a pas été le cas. La rencontre ne s'est pas faite, on va dire. Je dirais que c'est une intrigue de l'accumulation plus que de l'approfondissement. On va aller de péripétie en péripétie, mais en fait, vraiment, on a l'impression, moi l'impression que j'ai eue, c'est une impression d'immaturité presque, dans le fait que les violences comme ça vont s'empiler les unes au-dessus des autres, sans qu'il y ait vraiment d'impact dans l'histoire. Et je sais ce qu'on va dire, bien sûr, c'est l'esclavage, bien sûr, c'est une époque horrible, donc c'est normal qu'une femme noire née à cette époque-là subisse autant de violences, mais je trouve qu'aucune de ces violences n'est traitée suffisamment en profondeur, suffisamment... On a une impression presque d'un Candide de Voltaire, mais sans l'humour et sans l'ironie, quoi. On a l'impression que, je sais pas, moi j'avais vraiment un sentiment d'immaturité dans le récit. J'ai l'impression, ça m'a fait penser à un auteur, je crois, américain que j'avais lu il y a 2-3 ans, qui s'appelle Chris Offutt, qui accumule comme ça les bagarres entre son personnage principal et d'autres hommes, et que son immaturité, comme ça, c'est comme un petit garçon qui joue avec ses action man, quoi, et qui les fait se bagarrer sans cesse, quoi. Et elle fait la même chose avec les violences sexuelles ou tout type de violence. Si je parle d'immaturité du récit, c'est aussi parce qu'en fait, je sais que c'est gonflé en plus de dire ça parce qu'elle est vue comme une grande autrice. J'avais écrit moi-même un livre comme ça où j'accumulais les violences sexuelles, les avortements clandestins qui finissent mal et ce genre de trucs, quoi. Une sorte d'attrait pour... Enfin, une envie de tenir en haleine le lecteur qui n'aboutit jamais à rien, qui est assez stérile puisque il n'y a aucun impact en fait. Le personnage reste fidèle à lui-même, se laisse porter par les événements, ce qui est aussi normal, on va dire, mais sans jamais avoir vraiment psychologiquement, elle sera jamais impactée par tout ce qui lui arrive. D'ailleurs, psychologiquement, ce que j'ai envie de noter aussi, c'est une certaine faiblesse en termes de caractérisation des personnages. Ils me paraissent tous un peu stupides, que ce soit les esclaves, que ce soit les noirs ou que ce soit les blancs. Et j'avais lu, je crois, sur Babelio, quelqu'un qui disait qu'elle ne comprenait pas les réactions à la fois de Tituba ou de John Indien, donc son époux. Moi, c'est un peu la même chose. En fait, Tituba, comme je disais au départ du roman, est une femme qui vit dans la nature, est une femme qui est libre, et elle va partir, elle va accepter de plein gré de devenir esclave pour l'amour donc de ce John Indien. Mais le moment en fait où on nous explique exactement pourquoi, qu'est-ce qui est si irrésistible chez cet homme, je crois qu'il y aura un truc, enfin ça nous parlera peut-être de la bosse au niveau de son pantalon, donc pour nous parler de son pénis, et je trouve que c'est assez maladroit, étant donné que les hommes noirs sont souvent insignés, enfin c'est un stéréotype raciste de dire ça, donc je trouvais ça assez étonnant. Et en général, de toute façon, les personnages noirs, quand il y a un moment de félicité dans le livre, ce sera ramené au corps, ramené à la jouissance sexuelle, ce qui va finalement peu à l'encontre de l'imaginaire raciste qui existe, quoi. Je crois avoir lu aussi justement une critique qui disait que c'était... Enfin, on peut voir ça comme se rapproprier, enfin, je sais plus, l'inversion du stigmate ou un truc comme ça. Donc, puisqu'on nous dit qu'on est comme ça, que on nous ramène à un côté bestial ou sexuel, on va se l'approprier pleinement, etc., etc., qui pourrait être une lecture du livre. Mais moi, c'est pas la lecture que j'en ai faite, où j'ai vraiment ce sentiment que la sexualité n'est pas juste n'est pas politique, quoi. Elle n'est pas réappropriée par Tituba, je sais pas comment on prononce, pour trouver une sorte de pouvoir qui lui échappe dans sa vie de tous les jours, dans sa vie d'esclave, quoi, mais plus par passivité, plus par une certaine mollesse envers les hommes. Et je crois qu'à aucun moment je me suis dit
telle scène de sexe montre... Enfin, même si on prend un autre aspect de sa personnalité, qui est le fait d'être sorcière, à aucun moment on a un sentiment de puissance ou d'empouvoirment, on dirait aujourd'hui, par rapport à ça. À aucun moment on a l'impression qu'elle est là en tant que sorcière pour les autres, et ça va jamais à l'encontre de l'aspect du care de la femme finalement. Ses pouvoirs ne lui servent à rien d'autre que de guérir les autres personnages. Finalement, elle est juste une infirmière qui a des potions qui ont l'air de marcher un peu plus que celles des autres infirmières, quoi. C'est... En termes aussi de psychologie des personnages, on peut remarquer que celle des Blancs aussi est quand même assez sommaire, ils sont bêtes et ils sont méchants, quoi. Et ça dessert le récit. Et bien sûr, je sais ce qu'on va dire, il serait difficile de faire des personnages positifs des esclavagistes, quoi. Toutefois, je pense quand même que la force d'un récit réside dans sa nuance et dans son non-manichéisme. Pour prendre 2 exemples, en fait, qui m'ont plus marqué, justement, que là où ils sont grossiers et que... violents, je crois, plus j'y pense, c'est un sujet quand même qui m'intéresse, je crois que dans les liens de domination, ce qui est vraiment à relever, c'est que c'est les affects positifs qui enchaînent plus que les affects négatifs. Je pense que l'amour ou la tendresse, je sais pas comment on appellerait ça, sont plus insidieux, sont plus pernicieux que la violence extrême. Et ce que je veux dire donc, c'est que, par exemple, prenons un autre exemple de barbarie avec les nazis. Récemment, j'ai vu, je crois la semaine dernière, le film de Glaser, je crois, Glaser, un truc comme ça, la zone d'intérêt. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce qui est intéressant en fait à l'écran, c'est de voir ce responsable nazi caresser son chien. C'est le voir s'inquiéter pour sa jument. C'est le voir lire des histoires à ses enfants. Et c'est là où le malaise, et donc où esthétiquement c'est intéressant, s'installe. Et c'est là où finalement ça peut questionner. Ça questionne finalement l'existence ou la non-existence des monstres. Et ça peut faire réfléchir justement à qu'est-ce qui amène un homme qui paraîtrait dans sa vie privée presque normale, comment déjà dans sa vie privée ça s'insinue, ces rapports de domination, et comment en fait la barbarie totale n'est qu'une déclinaison à l'extrême de cette violence domestique, de cette violence du quotidien. Mais pour ça, pour avoir ce genre de réflexion, il faut déjà aller derrière cette image de monstre total, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas expliquer, donc tu es idiot, donc tu es barbare, donc, etc., etc. Et chez Maryse Condé, on n'a pas... à aucun moment, en fait, on a cette impression qu'on pourrait approcher, épouser le temps d'un instant, le point de vue du dominant. Ils sortent difficilement des stéréotypes et des archétypes. Ils deviennent difficilement, donc, des personnages. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment esthétiquement exprimer justement le traumatisme, la violence, comment rendre ces scènes plus intéressantes. Et donc un des exemples est une autre autrice qui a déjà écrit sur l'esclavage, Toni Morrison, qui elle va vraiment être plus cryptique, se dérober au moment des scènes clés vraiment, pour exprimer, je pense justement, c'était ce que je disais dans ma vidéo sur l'indicible, la chose qu'on ne peut pas dire, la chose qu'on ne peut pas écrire de manière classique, et on peut regrouper d'autres auteurs comme elle, je sais pas, par exemple justement si on parle du nazisme avec Paul Celan, le poète. Et à côté de ça, je pensais à d'autres... une autre manière de faire serait justement d'être vraiment réaliste. Et comment être réaliste ? Je pensais par exemple aux affaires, on a quand même beaucoup de matériaux aujourd'hui sur des affaires justement de violence sexuelle par exemple, et à chaque fois je note que ce qui me reste en tête, ce sont vraiment les faits triviaux. Ce qui me reste en tête de PPDA, c'est le fait qu'il aille se laver la bite avant de le faire et qu'après elle a un goût de savon. Et donc je pense justement que si on doit écrire sur des violences, sur des viols, comme c'est fait dans le texte, c'est sur ça qu'il faudrait s'attacher. Enfin, si c'est ça qu'on veut faire, donc d'une manière réaliste. Sauf qu'elle, elle ne fait pas... En fait, elle veut le rendre littéraire, et en faisant ça, elle le rend lointain. Elle nous met une distance avec, en voulant faire de belles phrases par rapport à ça, ce qui le rend abstrait. Et autre chose qui est important quand même pour expliquer finalement pourquoi je n'ai pas vraiment aimé ce livre, c'est au niveau de la langue, au niveau
du décalage, je trouve, qui existe entre ce que raconte Maryse Condé et la manière dont elle écrit. Comment, je pense sans en être consciente, sans faire exprès, elle installe une distance entre le lecteur et ce qu'il est en train de lire par la langue qu'elle choisit de mettre en place, quoi. C'est une théorie que j'ai, je suis pas sûre qu'elle se vérifie, je suis pas sûre qu'elle soit juste, mais pendant ma lecture, j'ai eu souvent l'impression qu'elle n'était pas à l'aise avec la langue dans laquelle elle écrivait. J'avais l'impression, vous savez, on dit souvent c'est affecté, c'est empoulé. Et ce qu'on essaie de dire souvent quand on parle d'une écriture avec ces mots-là, c'est que l'auteur ne semble pas à l'aise avec la langue, avec les mots qu'il emploie, avec le style qu'il essaye de... On sent qu'il y a une volonté parfois de faire livre, de faire littérature, qui, par son affectation, qui, par son artificialité, manque le coche, finalement, manque le plus important, qui est, je dirais que quand même, un des ingrédients principaux pour écrire d'une manière assez juste, c'est quand même la spontanéité, le naturel, quoi. J'ai l'impression que Maryse Condé, dans ce livre, veut faire littérature, veut faire grande littérature dans une acception un peu académique. Je crois qu'elle était universitaire, justement. Et c'est un choix, pour moi, qui est plutôt questionnable. Déjà parce que son héroïne, elle choisit d'écrire donc à la première personne, donc au jeu. Et son héroïne est une esclave qui parle beaucoup trop bien pour une esclave. Quand elle parle, je sais plus, à un moment de son ventre et qu'elle dit, je crois mon utérus, ce suaire écarlate, tout ce genre de trucs. Enfin, il y a beaucoup de moments en fait où c'est pompeux, quoi, et où on se dit, je ne suis pas sûre qu'une esclave de cette époque-là, qui n'a pas été à l'université comme Maryse Condé, raconterait sa vie de cette manière. Et je crois vraiment en fait que le problème dans ce genre de cas, c'est que la personne ne se demande pas comment écrire sans trop se poser de questions, sans vouloir à tout prix inscrire mon livre dans une tradition littéraire, quoi. Je dis pas qu'il faut... Et donc, un autre auteur qui me fait penser justement à ce côté affecté, ce serait Édouard Louis. Et Édouard Louis a le défaut de faire l'inverse quand il fait parler des personnes de classe populaire, à les faire parler d'une manière trop populaire en enlevant le nœud explétif ou en leur faisant bouffer leurs mots et ce genre de trucs. Ce qui, au moment de la lecture, je trouve, amène un autre sentiment d'artificialité, une écriture trop écrite, trop inventée, trop fabriquée, quoi. Et je pense qu'en fait, ces personnes-là, là, quand je dis ça, on aurait l'impression que je dis oui, mais Tituba, donc c'est une femme qui n'a jamais été à l'école, donc elle devrait parler d'une telle manière, quoi. D'une manière populaire, donc on va lui faire enlever les nœuds explétifs et on va lui faire bouffer ses mots. Non, je dis, il faut peut-être que Maryse Condé, je sais qu'elle est morte, mais bon, il aurait fallu, je pense, qu'elle écrive comme ça lui vient, de manière spontanée, quoi, de manière naturelle. Tout ça pour dire, quoi, que je trouve que c'est affecté, je trouve qu'elle n'est pas à l'aise. Et quand, par exemple, on pourrait se dire, oui, mais en fait, tu dis ça parce que tu n'aimes pas ce style, tu n'aimes pas quand c'est trop écrit, c'est pas ta came ou ce genre de choses. Je pense à des auteurs, par exemple, comme Emma Becker, qui écrit d'une manière très 18e, très libertin, fin de race, ou ce genre de truc, quoi. Et bien sûr que pour le lecteur d'aujourd'hui, on peut avoir une impression donc d'écriture fabriquée, mais en fait, elle est tellement à l'aise, on sent qu'elle vit, qu'elle pense comme une libertine du 18e, que à aucun moment, en fait, je ressens vraiment une grande aisance dans cette langue, une grande, je sais pas, j'ai envie de dire une souplesse, une élasticité, quoi, qu'elle s'y balade comme si elle était chez elle, et quand c'est Maryse Condé, j'ai cette impression que non, au contraire, c'est comme si elle portait une robe qui n'était pas ajustée à son corps, et qui donc met en scène toutes ses maladresses, quoi. Donc voilà, enfin, c'est le genre en fait de livre que je trouve intéressant à lire parce que il nous fait sans cesse nous questionner sur qu'est-ce que bien écrire, qu'est-ce qu'écrire, pourquoi cette phrase fonctionne et celle-ci non, parce qu'il y a quand même des phrases qui fonctionnent, je vais pas dire non plus que tout est à jeter. Et sur la réception critique aussi, parce que je crois que, comme je dis, elle l'a plutôt... Maryse Condé est vue comme une grande écrivaine du XXe siècle, quoi, 21e aussi, sûrement. Et de se demander mais pourquoi moi, je n'ai pas du tout la même expérience de lecture, pourquoi moi, j'ai cette impression, dès le début, Ouais, c'était vraiment ça, une impression d'immaturité, de trucs ratés, quoi. Et c'est intéressant à la fois pour soi-même s'améliorer, se dire qu'est-ce qui fait que à tel moment ça fonctionne pas, quoi, et aussi sur ses goûts, quoi. Pourquoi
enfin, essayer de traduire ces ressentis qu'on a au moment de la lecture, qui sont vraiment informes et qui sont sensibles, qui sont vraiment... j'ai l'impression que ça fait appel vraiment à ma vue ou à mon sens de l'ouïe ou ce genre de truc, quoi, de me dire « Ah, ça sonne pas bien, j'arrive pas à me dire vraiment pourquoi ça sonne pas bien. Est-ce que si c'était un autre auteur qui l'avait écrit, je trouverais ça ?» Et ça nous fait vraiment nous interroger, quoi, sur la littérature. Donc je vais pas dire que je suis mécontente de l'avoir lu, c'est quand même un livre que je suis contente d'avoir lu, au moins pour ça, parce que contrairement aux très mauvais livres, où il y a vraiment rien à sauver, on se questionne, quoi. On se questionne, on remet sans cesse, on a envie d'apporter des réponses et des questionnements au texte, et on se sent totalement en dialogue, et voilà, quoi. C'est un débat entre le lecteur qui est muet et qui fait que s'énerver dans notre tête, et l'auteur, quoi. Et je trouve que c'est intéressant, quoi. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. La personne qui m'avait recommandé ce livre, je crois que ça remonte à 2 ou 3 ans, donc je ne suis pas sûre qu'elle traîne encore par là. Franchement, j'en suis désolée. Moi, j'aurais vraiment voulu aimer ce livre, donc je sais que ça fait un peu truc surplombant et tout, mais il fallait que je dise exactement quand même ce que j'avais ressenti, quoi. Que j'explique les raisons, en fait, de tout ça, quoi. Il est le bienvenu pour répondre, pour me dire qu'il n'est pas d'accord, et en plus pour m'expliquer pourquoi j'ai rien compris. Je veux dire, ça fera un débat, ça sera intéressant. Et aussi, surtout, pour me recommander un autre livre de Maryse Condé, parce que si ça se trouve, j'ai lu le pire livre qu'elle ait écrit, et peut-être que en fait, je me suis juste plantée, et je sais pas. Chaque nouveau livre d'un auteur est un nouveau lancer de dés, et puis... Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.